Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation au programme de nouvelles découvertes et questions sur le numérique. Saviez-vous par exemple que les réseaux sociaux utilisés pendant le temps de travail peuvent rendre les collaborateurs plus productifs et leur entreprise plus compétitive? C'est la thèse de ma première invitée, Laura Ghebali-Boukris. Je l'interviewerai dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, nous nous interrogerons sur la capacité des États à s'organiser et à défendre le cyberespace. Nous en débattrons notamment avec l'ambassadeur français du numérique et l'organisation qui vient d'envoyer une lettre au Premier ministre Jean Castex, s'inquiétant d'une inaction de la communauté internationale. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec le gentleman numérique pour manier l'art subtil de la visioconférence, avant de conclure avec la découverte d'un concept non moins élégant qui pourrait réinventer le voyage d'affaires demain. Mais tout de suite, place à l'interview. Bonjour Laura Ghebali-Boukris. Bonjour. Vous êtes docteur en management et innovation, vous êtes également chercheuse et responsable des centres d'immersion dans le monde pour le Boston Consulting Group. Juste d'une phrase très rapidement pour expliquer ces centres d'immersion au BCG. Donc ce sont des lieux où on peut faire des expériences de transformation digitale, ce sont des démonstrations pour les entreprises. C'est ça, ce sont des lieux où on peut se projeter dans la transformation digitale pour mieux démystifier les enjeux. Alors, en général, quand on pense à intégrer les nouveaux usages dans le monde de l'entreprise, on ne parle pas des réseaux sociaux. Comment vous est venue cette idée de vous intéresser tout particulièrement à l'usage d'un Twitter, d'un Facebook, d'un LinkedIn au travail? Alors, c'est venu de plusieurs années d'expérience. Pendant près de 5 années, au début de ma carrière, j'ai travaillé pour Microsoft, IBM, dans des missions de formation et de conseil. Et j'ai entendu beaucoup de clients qui avaient une réticence face à l'usage des réseaux sociaux par leurs employés. Ils avaient une réelle peur de voir leur productivité baisser. Et pourtant, je voyais déjà à l'époque une réelle valeur ajoutée à l'usage de ces réseaux sociaux en voyant qu'on pouvait améliorer ses propres connaissances par cet usage. J'ai donc décidé d'apporter ma pierre au monde de la recherche et de me concentrer à démontrer un usage spécifiquement bénéfique pour l'entreprise, qui est donc l'art de repartager les informations. C'était un terrain vierge jusqu'ici. Oui. Alors, vous en avez, de votre thèse, vous avez publié un livre qui s'appelle « Le pouvoir du partage », publié aux éditions L'Harmattan. Donc, c'est un condensé de cette thèse doctorale sur l'utilisation des réseaux sociaux en entreprise. Vous défendez l'idée que ça peut être un outil de gestion des connaissances. Oui. Comment ça se passe? Finalement, quand on est sur les réseaux sociaux, on peut en faire différents usages. Si on apprend à gérer tout le flux d'informations qui arrive à nous grâce aux différents membres de nos réseaux, on peut apprendre à améliorer ses propres connaissances individuelles en initiant des discussions avec les différents membres de notre réseau, avec d'autres membres du réseau qui sont un peu plus éloignés, ce qui va permettre ensuite potentiellement d'alimenter des conversations dans des groupes collectifs au sein de l'entreprise. Et ces connaissances vont ensuite pouvoir être réintégrées à des niveaux plus organisationnels. Alors vous employez le terme de curation. Ce n'est pas un très joli mot, mais ça vaut le coup aussi de l'expliquer. Qu'est-ce que c'est la curation? Donc la curation de contenu, c'est finalement l'art de savoir repartager l'information. C'est un terme qui est finalement peu connu, ou il est connu dans le milieu des œuvres d'art, parce que finalement la curation dans le milieu des œuvres d'art, c'est un commissaire d'exposition qui est chargé de choisir les œuvres d'art à exposer et de les décrire et de choisir la manière de les expliquer. Finalement, sur les réseaux sociaux, c'est la même démarche, sauf qu'elle est virtualisée. On va choisir les informations les plus pertinentes qui apparaissent sur les réseaux sociaux et on va ensuite trouver la meilleure manière de les repartager à son audience pour que le message soit clair et précis. Donc c'est un travail de sélection et de repartage. Pour autant, sur Facebook, en général, quand on y va, c'est parfois pour regarder des petites vidéos un petit peu rigolotes et tout ça. Est-ce que ça fait partie des usages intéressants quand même pour l'entreprise, hein, ces usages courants des réseaux sociaux? Alors, ils font partie de l'usage des réseaux sociaux. On ne va pas à chaque fois qu'on va se connecter dessus, la plupart du temps, ce n'est pas pour améliorer ses connaissances individuelles. Mais moi, je défends un usage maîtrisé de ces réseaux sociaux. On a mis finalement dans les mains des gens des outils très puissants
Et je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir sur un usage maîtrisé et raisonné. Il faut que les personnes comprennent le fonctionnement de ces réseaux sociaux et puissent en faire un usage bénéfique pour chacun. Le risque principal des réseaux sociaux, selon vous, c'est quoi ? Je dirais que le risque principal des réseaux sociaux est finalement de voir défiler des informations et d'être inactif. Ouais. Avec une peur finalement de voir la technologie reprendre le contrôle sur nous. Et la pratique de curation, le repartage d'informations, c'est une possibilité de réinventer ces usages et de remettre au centre du processus l'humain. Parce que c'est avant tout ça que je défends. La transformation digitale, c'est passionnant. Ça a beaucoup d'aspects bénéfiques, mais elle est bénéfique que si elle est faite de manière complémentaire avec les compétences humaines. Oui, parce qu'il faut rappeler que le numérique, c'est l'intérêt, en tout cas, c'est l'interactivité, c'est le fait qu'on puisse être actif et partie prenante des contenus. Comment concrètement on intègre justement cette curation, cette nouvelle pratique autour des réseaux sociaux dans l'entreprise ? Alors, il y a différentes manières. Concrètement, on peut avoir un pôle de curateurs qui a été formé à savoir trouver les informations les plus pertinentes et savoir maîtriser cette gestion de l'obésité d'informations pour pouvoir ensuite les réintégrer, les structurer, les hiérarchiser et les rendre accessibles au plus grand nombre dans l'entreprise. On va pouvoir du coup mettre en place des intranets, des clouds partagés, des messageries instantanées. Et c'est vraiment... C'est comme recréer une documentation, en fait. C'est ça. C'est vraiment une documentation. Et en fait, on en a de plus en plus besoin, puisqu'on a de plus en plus de données chaque jour. Et si l'on souhaite que les employés, en particulier de l'entreprise, puissent en bénéficier, il faut les retrier, il faut les rendre accessibles. Donc, il faut professionnaliser cette pratique. Comment est-ce que vous mesurez, est-ce que vous dites on peut devenir plus productif, plus compétitif ? Quel est votre outil de mesure ? Dans ma thèse, j'ai fait une analyse de différents curateurs dans l'entreprise. On ne peut pas compter les connaissances, mais on peut pouvoir lister et voir à quel point les flux de communication qui sont intégrés dans l'entreprise vont permettre à des niveaux stratégiques d'améliorer leur capacité décisionnelle. J'explique dans ce livre particulièrement que c'est un peu, finalement, l'entreprise ressemble à un cerveau. Dans le cerveau, les neurones doivent communiquer entre elles grâce à des synapses et ça va permettre au cerveau de prendre des meilleures décisions. L'organisation, c'est pareil. Les employés doivent être connectés entre elles par des flux, donc des intranets, des messageries, tout type d'outils de communication qui vont permettre de faire finalement voyager les informations des niveaux des plus opérationnels au niveau stratégique. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir créer une connaissance collective et améliorer donc cette compétitivité de l'entreprise. On aime bien cette démarche intellectuelle dans Smartech. Donc, on prend conscience des dangers, mais on ne diabolise pas. On essaye de voir comment on peut prendre le pouvoir dessus et bien l'utiliser. Je précise que vous continuez votre recherche et que chacun peut y apporter sa pierre, y participer en remplissant un questionnaire qui est disponible sur votre site lauraghebali.com. Merci beaucoup d'être passée par Smartech aujourd'hui. Laura Ghebali-Boucris, chercheuse et autrice de Le pouvoir du partage aux éditions L'Harmattan. Nous, c'est l'heure de notre débat sur les forces et les faiblesses des organisations internationales de cyberdéfense. Comment sécuriser le cyberespace ? Qu'en est-il de la coalition internationale pour lutter contre le cybercrime ? Les États sont-ils désarmés ? On en débat tout de suite avec Marie Lepargneux, directrice du développement chez Tetris, éditeur de solutions européennes de lutte contre le cyberespionnage et le cybersabotage. Et Henri Dagrin, délégué général du CIGREF, une association qui rassemble les directions informatiques et numériques des grandes entreprises et administrations publiques françaises. Et Henri Dagrin, vous êtes venu sur ce plateau, ici même, exprimer le ras-le-bol de ces responsables informatiques face à l'insécurité permanente et une certaine impunité qui règne dans le cyberespace. Nous aurons également en visio avec nous Henri Verdier, ambassadeur pour les affaires numériques.
dont l'un des domaines d'action est la garantie de la sécurité internationale du cyberespace. Alors Marie Lepargne, vous en tant que fournisseur de solutions déjà, je voulais savoir quel rôle peut jouer un tiers de confiance, un opérateur civil, contre les cybermenaces internationales. Alors aujourd'hui, oui, nous avons développé une solution technologique qui s'appelle XDR Platform, Extended Detection and Response, et qui a pour objectif de lutter contre les cybermenaces à travers le monde. La manière dont on va situer notre action au niveau international, bien sûr, on va protéger nos clients, ça c'est la première chose, mais on va être dans une détection des menaces avancées et dans une capacité de réponse. Et il me semble qu'aujourd'hui, au regard de la recrudescence des attaques à travers dans l'ensemble du cyberespace, l'un des objectifs majeurs va être cette capacité de réponse automatique. Notre XDR Platform est en capacité de neutraliser des menaces avancées en temps réel, des attaques qu'on appelle des zero day, qui sont inconnues. Et vous travaillez avec les organisations étatiques sur cette protection du cyberespace ? Nous sommes tout à fait acteurs dans l'ensemble de la communauté internationale. Concrètement, comment vous travaillez avec eux ? De manière très concrète, on va détecter des indices de compromission qui vont prendre la forme de on pourrait dire d'un code barre numérique, où l'ensemble des fichiers aurait ce code barre numérique que nous allons partager à l'ensemble de la communauté internationale, aux États. Bien entendu, et on l'aura tout à l'heure, le travail n'est pas du tout terminé. Il y a besoin d'un renforcement dans les équipes. Certes, c'est CSIRT, avec cette double dualité de renforcement civil-militaire et puis d'une capacité à réfléchir au domaine offensif versus défensif. Alors ça, on va en reparler effectivement. Donc il y a des choses qui sont faites, Henri Dagrin. Il y a des opérateurs qui travaillent déjà avec nos instances. Alors depuis votre passage dans Smartech, le président du CIGREF a adressé un courrier au Premier ministre Jean Castex, où il fait d'abord un constat. Les moyens dont dispose la communauté internationale en termes d'alerte et de réponse ne seraient pas suffisamment dimensionnés par rapport à la menace. Et les États apparaissent impuissants. C'est ce qu'on peut lire dans ce courrier. La communauté internationale, on lit même qu'elle ne peut pas prendre, qu'elle n'est pas, en tout cas, on ne voit pas visiblement son action, qu'elle n'est pas à la hauteur des enjeux. Bien, vous voyez, quand Guillaume Poupard, le directeur de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, a ouvert traditionnellement, comme il le fait depuis 7 ans maintenant, en octobre dernier, le forum, les assises de la cybersécurité, de la sécurité qui se tiennent à Monaco. Il a dit, ça fait 7 ans que je viens sur ouvrir ces assises, et pour la 7e année consécutive, je vais vous dire, comme d'habitude, que la situation se dégrade. Et c'est vrai que depuis des années et des années, depuis des décennies, cette situation ne fait que de se dégrader. Or, nous le savons tous, le numérique est désormais au cœur du fonctionnement de toutes nos institutions, de notre économie, de la société, voire même dans nos fonctionnements les plus intimes. Et cette situation qui se dégrade, de la criminalité dans le cyberespace, eh bien, on s'aperçoit que cette capacité des criminels, de la délinquance dans le cyberespace, croît de manière plus rapide que la capacité en moyens, en droit, des États à lui apporter une réponse efficace, à la réprimer et à punir ses comportements délictueux. Et ça, c'est un constat que nous partageons de toute façon avec tout le monde. Et quand on en parle avec les pouvoirs publics, ils reconnaissent qu'effectivement, la situation continue de se dégrader. Qu'en sera-t-il dans 10 ans, quand on est face à des transformations exponentielles de notre recours au numérique dans l'économie, dans le fonctionnement de la société? Et c'est ça qui doit nous inquiéter. Et c'est donc une réaction urgente, pas uniquement d'un État, de la France qui fait déjà beaucoup dans ce domaine-là, mais de la communauté internationale dans son ensemble. Alors, nous allons donner la parole à Henri Verdier, donc ambassadeur pour le numérique. Henri Verdier, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question. Pourquoi n'a-t-on jamais d'arrestation, jamais ou pratiquement jamais d'arrestation de cybercriminels? Ah bah si, on en a en fait, mais discret, en écoutant alors.
ça dépend. En écoutant votre introduction, je me disais un des problèmes du débat, mais c'est le problème de la réalité aussi, c'est qu'on vient de parler à la fois du cyber pickpocket et de la cyberbombe nucléaire. Mm. C'est-à-dire que les formes de criminalité dont on parle, ça va du tout venant, du gars qui vous vole votre mot de passe, qui hack votre boîte mail, etc., jusqu'à des attaques super sophistiquées conduites par des services secrets, en passant par des formes d'affrontement, par de la criminalité organisée autour des rançongiciels, etc. Et je ne sais pas si en fait on peut traiter tous ces sujets exactement de la même manière. En tout cas, ce qui est sûr, je confirme pour l'instant le diagnostic d'Henri Dagrin, ça augmente. Les fameux rançongiciels dont on entend parler, globalement, ça double tous les ans. On est maintenant à des chiffres d'affaires des criminels de l'ordre de la dizaine de milliards de dollars par an, et ça double tous les ans. Et il y a des réponses, beaucoup, si vous le souhaitez, on en parlera, mais on est face à une offre de la criminalité qui, elle, est exponentielle. Alors, on va en parler tout de suite, hein. Quelles sont ces réponses? Que font les États? Que fait la communauté internationale face aux cybermenaces? Henri Verdier. Alors d'abord, oui. Bon, déjà, dans le travail de l'État, on sépare un peu la cybercriminalité et la question diplomatique et militaire. C'est-à-dire que donc nous, les diplomates, on travaille plutôt sur les relations entre les États. Et il y a de grands sujets aussi. On essaye d'obtenir un comportement responsable des États, qui reconnaissent l'application du droit international, du droit des conventions de Genève, qui ne frappent pas les populations civiles, qui agissent entre eux de manière responsable, proportionnée. On le fait en essayant, via l'ONU, d'instaurer un cadre international. On le fait dans un dialogue bilatéral. On le fait, et le CIGREF travaille avec nous, grâce à l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, où on travaille avec le secteur privé et avec le secteur public pour essayer de trouver des chemins d'amélioration. Et puis, il y a la cybercriminalité. La cybercriminalité, vous l'avez dit, il faut des forces de police, il faut des forces de justice, il faut des relations internationales de coopération entre police et justice. Vous me demandiez pourquoi c'est si difficile d'attraper les cybercriminels. Il faut peut-être poser ça là aussi. On est face à une menace nouvelle aujourd'hui. Dans le cyberespace, on attaque de manière quasiment invisible. Ça peut être long, ça peut demander une enquête de plusieurs années, d'attribuer avec certitude. Le sport préféré des criminels, c'est de prendre d'abord une machine et d'attaquer à partir d'une machine qui n'est pas la leur. Et bien sûr, il n'y a plus de frontières géographiques. Donc en gros, je me mets dans une zone de conflit où c'est difficile à la police d'intervenir. Je prends le contrôle d'une machine d'un pays et j'attaque une entreprise dans un troisième pays. Alors, moi, je voudrais faire réagir Henri Dagrin, parce que je le vois opiner du chef. Oui, je ne peux que confirmer ce que dit Henri Verdier, et en tous les cas, c'est les constats que nous avons, avec deux choses quand même, cette différence entre l'action des États dans le cyberespace, ou les actions illégitimes dans le cyberespace de la part des États, et l'action des criminels. Il y a quand même une frontière qui est extrêmement floue, parce que ces grandes organisations criminelles, hein, qui sont parfois des mafias, qui se sont reconverties dans le cybercrime, il y a une forme de porosité, en tous les cas, on le constate, avec des officines étatiques ou para-étatiques. En tous les cas, cette frontière est de plus en plus floue. Et certaines attaques qui ont été menées ces dernières années, en tous les cas, quand on n'est pas au cœur du sujet, la question se pose encore de savoir si ce sont des actions engagées par des États ou véritablement des actes criminels. La frontière est assez difficile à poser. Et la menace n'est pas nouvelle. Alors, il y a une autre frontière floue que je voulais préciser avec vous, Marie Lepargneux, c'est cette frontière entre ce qui est du domaine de l'offensif et du défensif. En matière de cybersécurité, il y a un peu deux religions, on va dire, sur cette question. Il y a des États qui estiment qu'il faut être plus offensif, être dans l'attaque, hein, pour parer aux menaces, et puis d'autres qui pensent, comme l'Europe, la France, qu'on ne peut pas être dans l'offensif, qu'il faut uniquement répondre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la France est plutôt dans une posture défensive. Est-ce que c'est une forme de naïveté ? Est-ce que c'est une forme de naïveté ? Je pense qu'il y a une vision de la France qui est plutôt effectivement du côté du défensif que de l'offensif, que dans d'autres pays, vous avez parlé tout à l'heure de ces relations entre les États et puis les groupes d'attaquants. Aujourd'hui, on sait qu'il y a
implants, des agents dormants dans certaines organisations et systèmes critiques qui seraient en capacité de peut-être exploser demain. Et que l'attribution dont on parlait tout à l'heure, elle n'est pas du tout claire. L'attribution, elle est dans ce rebond capacitaire de l'attaque. Donc oui, et la frontière, elle est de plus en plus floue. Quand on est dans la défense, la question qui se pose, c'est ne faut-il pas faire de l'offensif au bénéfice de la défense. Aujourd'hui, le droit international ne permet pas le sabotage et probablement il faut garder cette ligne droite. Par contre, il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire, à la fois d'un point de vue technologique, capacitaire et régalien, pour aller vers plus de ligne droite dans l'offensive. Si je prends, notre travail chez Tetris sur ces domaines-là, aujourd'hui, nous sommes une organisation qui a une XDR plateforme qui est destinée à faire du défensif. Pour autant, quand nous recevons une attaque, nous allons la tuer en temps réel. Donc on commence à être à la limite de l'offensif, voire du défensif, puisque nous sommes dans une action concrète de contre-défense. Est-ce qu'il arrive que parfois vous ne puissiez pas passer à l'action parce que justement vous êtes de l'autre côté de la frontière juridique? Nous ne passons pas les frontières juridiques. Donc il vous arrive parfois de ne pas pouvoir agir? Nous avons aujourd'hui la capacité d'agir. On est un peu, si je prends une image, on est un peu comme le radar et l'antimissile. On ne fera pas de missiles. Voilà. Henri Verdier, sur cette question de peut-être une certaine naïveté vis-à-vis des cybermenaces, est-ce que les lignes bougent au niveau européen, au niveau diplomatique, sur cette doctrine offensif-défensif? D'abord, il n'y a pas l'ombre d'une naïveté et je pense qu'aucun grand pays cyber ne pense que la France est naïve. La France a des capacités offensives de très grande qualité et elle est même le seul pays qui les a documentées et qui a expliqué sa doctrine de réaction à travers ce que fait le ComCyber et ce qu'il publie, et ça serait bien que les grandes puissances fassent pareil. Et en revanche, elle a choisi de séparer l'ANSSI, qui est une agence de défense, et nos capacités offensives, qui sont à l'armée dans les services. Quand on voit la tentation et la facilité avec laquelle certains services peuvent déraper et les ambiguïtés juridiques, nous, on se félicite d'avoir clairement séparé l'attaque et la défense. Et deuxièmement, oui, je réponds à Madame, nous luttons contre la privatisation des capacités offensives et contre le hackback, parce qu'on pense que c'est déjà assez compliqué comme ça d'amener 180 pays vers un comportement responsable et qu'on préfère ne pas voir cette privatisation du conflit. Voilà pour vous répondre. Je n'ai pas l'ombre d'une naïveté. D'accord. Est-ce que, selon vous, pour autant, les nations sont suffisamment armées aujourd'hui? Est-ce que nos équipements ne sont pas obsolètes? Est-ce que vous pouvez nous rassurer là-dessus, sur l'armement de nos nations? Je ne vais pas vous rassurer. Moi, vous savez, j'ai créé ma première entreprise informatique il y a 25 ans. Et effectivement, je trouve que la situation se dégrade. Je voudrais quand même poser aussi, parce que sinon, on ne verra pas l'ensemble du débat, que nous sommes tous responsables. Les fournisseurs d'objets communicants qui vous livrent des objets dont le mot de passe par défaut est admin, ils sont responsables. Les agents publics ou les salariés du CAC 40 qui n'utilisent pas leur matériel sécurisé, qui lèvent les épaules et qui acceptent d'aller travailler dans des visioconférences non sécurisées, dont tout le monde sait qu'elles ne sont pas sécurisées. L'absence d'éducation de nos enfants à résister au phishing, etc., les PME qui renoncent à avoir un firewall ou qui ne savent même pas que ça existe. Il y a effectivement une espèce d'inconscience générale, de fatalisme, de gens qui disent « Ah oui, c'est comme ça ». Et là, je rejoins absolument l'alerte du CIGREF. On n'aurait pas toléré ça dans d'autres industries, dans le nucléaire. Aujourd'hui, on accepte par défaut des solutions. Et je pourrais continuer les politiques de publication des failles quand les grandes entreprises trouvent des failles et qu'elles laissent annoncer ça dans des conférences internationales avant de les patcher. La tolérance au fait qu'il y a des solutions qui sont utilisées dans toutes les entreprises du monde et dont on sait qu'elles sont des failles de sécurité et que des milliers de hackers s'en sont déjà servis. La non prise en compte d'une sécurité par défaut dans la conception des solutions informatiques. Enfin, je veux dire, oui, il n'y a pas assez de gens dans l'État pour faire cette sécurité, mais il y a besoin d'un effort bien plus vaste
que simplement une force de police. Alors, Et il m'est effectivement, arrivé 1000 fois maintenant. vous avez raison de le rappeler, et on en parle souvent dans Smart Tech, hein, les responsabilités sont diverses et variées. On a tous notre responsabilité sur la cybersécurité. Ça n'empêche qu'on doit pouvoir aussi interroger ce que font les États, concrètement la communauté internationale. Alors, Henri Dagrin, je voulais vous relancer sur ce courrier à Jean Castex. Dedans, vous évoquez quelques pistes, des recommandations, vous êtes concret ? Alors, d'abord, ce courrier, c'était pour partager un diagnostic. Hein. Et je crois que sur ce sujet du diagnostic, hein, et d'un espace numérique bien malade, comme le soulignait Henri Verdier, avec une situation qui se dégrade, c'était le premier sujet. On a assorti effectivement ce diagnostic, hein, cette alerte, de quelques recommandations dans ce courrier. Et il y en a plusieurs qui sont en fait des pistes de réflexion que l'on voulait ouvrir pour être positif. Dire ça va pas et ne pas proposer, c'est jamais une bonne position. Qu'est-ce qu'on peut trouver parmi ces pistes ? Voilà. Eh bien, il y en a plusieurs. D'abord, Henri Verdier le disait, bien sûr, la coopération internationale en matière de police et la coopération internationale judiciaire, elle doit être évidemment renforcée. Alors, il y a des choses qui sont en train de se faire en Europe, dans le cadre de l'OCDE, de la Convention de Budapest, tout ça. Mais ce que nous constatons, c'est que c'est une bonne direction, mais ça va certainement pas assez vite, hein, au regard de la croissance quasi exponentielle de la capacité des cybercriminels. Il faut aller à leur rythme. Et c'est eux qui nous imposent le rythme auquel il faut faire ces réformes et accroître cette capacité de coopération. Henri Verdier le disait aussi, et c'est une des propositions que nous faisons, il doit y avoir évidemment une forme de régulation de la responsabilité des éditeurs de solutions et de services numériques, qui aujourd'hui ne sont encadrés par quasiment aucune obligation. Tous les grands éditeurs de logiciels aujourd'hui sécurisent par défaut leurs outils. Bien sûr, mais aucun autre secteur d'activité n'accepterait que son fournisseur vous envoie en permanence des correctifs de failles de sécurité. Si c'était avec votre voiture, vous ne monteriez pas dedans. Si c'était avec un avion... Ils ne volent plus, mais ils n'auraient jamais volé de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que nous, ce que l'on propose, c'est qu'effectivement, il y ait une réglementation qui soit européenne sur la sécurité par conception des solutions et des services numériques, avec un observatoire de la qualité logicielle. Et vous voyez, on score aujourd'hui sur les aliments, il y a le Nutri-Score. Eh ben, il faudrait qu'il y ait un Securi-Score sur l'ensemble. Il y a le Sénat qui a un projet de scoring aussi. Le Sénat, en ce moment, discute d'un projet de scoring sur la protection des données. Ça revient sur les entreprises et leurs responsabilités. C'est multifactoriel. On peut peut-être trouver 100 points de mesure. Et à la fin, il y a un score. Et vous êtes A, B, C, D, E, pourquoi pas. Et je pense qu'aujourd'hui... on n'aurait pas forcément des bonnes notes. Mais un peu comme il faudrait le faire également sur la sobriété numérique. Alors, on va faire quand même réagir Marie Leparnieu là-dessus. Puisque vous parlez des éditeurs de logiciels, aujourd'hui, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la reconnaissance d'une réalité. C'est que, bien entendu, nous cherchons à faire du security by design. Il est évident que nous cherchons à sécuriser un maximum nos propres dispositifs. De notre côté, nous faisons pen-tester par des cabinets externes indépendants toutes nos tests de pénétration. Oui, et nous sommes l'une des seules sociétés au monde à être dans le kernel de Microsoft. Et ça n'est rendu possible, ce partenariat-là, que parce que nous avons des cabinets indépendants qui le traduit dans le cœur, en fait, de son logiciel. Oui, dans le cœur de son logiciel. Oui, tout à fait, qui permet de modifier le comportement de Windows. Et ça, c'est un vrai différenciateur. La deuxième chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est que quand on parle comme ça de cet état des lieux au niveau mondial, et que vous mentionnez les éditeurs de logiciels, aujourd'hui, les éditeurs de logiciels, tous nos compétiteurs sont américains et israéliens. Bien sûr, il y a quelques petits éditeurs par ailleurs. Je ne parlais pas des éditeurs de la cybersécurité, je parlais de toutes les solutions. Je ne parlais pas des solutions de cybersécurité, je parlais de tous les éditeurs, quel que soit le type de logiciel qui soit fourni, que ce soit pour de l'embarqué, pour un poste de travail, et ainsi de suite. C'est toutes les solutions. Et pour moi, face à ça, nous avons aujourd'hui besoin d'avoir des solutions européennes beaucoup plus fortes.
parce que nous avons besoin de retrouver une autonomie et une maîtrise des décisions, des analyses, de la lecture des menaces au niveau européen. Et je pense, pour aller plus loin dans ce que vous dites, et j'adhère complètement à ce que l'un et l'autre avaient pu... Vous êtes du côté du diagnostic, et c'est vrai qu'il y a un vrai risque, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est vrai que les attaquants... on compte plus de 300 000 nouveaux types d'attaques par jour dans le monde. Et on a besoin face à ça d'une réponse européenne. Je m'en étouffe. Henri Verdier, s'il vous plaît, prenez la parole. Est-ce qu'on a besoin d'une force multinationale, un peu comme la force de l'OTAN, en fait, sur la cybersécurité ? Oui, enfin, international, c'est compliqué, parce qu'une partie, comme l'a rappelé Henri Dagrin, une partie du problème vient des États eux-mêmes. À mon avis, c'est seulement 10 à 20%, mais donc il faut aussi qu'on ait des capacités de se confronter un peu, le plus pacifiquement possible. Je voulais juste dire aussi que il y a quand même quelque chose qui me frappe quand j'observe l'Europe, c'est qu'effectivement, comme Tetris, que je ne connais pas personnellement, mais je rencontre on a de très très belles entreprises de cybersécurité, mais je trouve qu'elles ont du mal à chasser en meute, à s'interopérer et à s'organiser pour répondre collectivement à des besoins. Parfois, moi, j'ai des pays qui m'appellent en disant « Bonjour, je veux me mettre en sécurité » et je ne peux pas leur dire « Voilà un catalogue de 17 boîtes françaises, vous n'avez qu'à les appeler un par un ». Et il faut aussi que leur solution soit techniquement interopérable. Et comme dans ma vie, autrefois, j'ai créé avec des amis Cap Digital, le pôle de compétitivité des industries de création. Ça me rappelle notre filière image ou notre filière jeux vidéo, où on a une somme de pépites qui ne ferait pas lire d'envie la plupart des pays du monde, mais où on a du mal à faire une force collective. Donc je me demande s'il n'y a pas aussi quelque chose du côté des stratégies et des politiques industrielles. Et des politiques des États. Parlons-en quand même, Henri Verdier. Oui, non, mais les États, enfin honnêtement, on a une ANSSI qui est parmi les 5 ou 6 meilleures agences de sécurité du monde, on a un ComCyber qui est parmi les 2 ou 3 meilleurs au monde, on a un cadre réglementaire qui mérite d'être amélioré mais qui existe. Je suis d'accord qu'il y a peut-être besoin de quelques moyens supplémentaires, notamment du côté du pôle de la justice et notamment du côté de la police, parce qu'il faut enquêter, et ces enquêtes qui sont longues et très très complexes. Au niveau de la qui demandent des preuves coopération, au niveau de la coopération et de la politique commune en Europe. Mais si vous me permettez juste un mot, et c'est pas pour me défausser, j'ai rejoint le service public avec bonheur et l'État a son rôle à jouer. Il m'est arrivé maintenant une dizaine de fois en conférence de dire attention, la police et la justice peuvent vous protéger si vous fermez vos portes et vos fenêtres. Si on a un monde cyber ouvert à tous les vents, une espèce d'incurie généralisée, vous pourrez mettre 100 000 cybergendarmes, ça ne suffira pas. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin d'abord de gestes d'hygiène numérique basiques, de conception de sécurité par design radicale, de solutions impactantes. Et je le redis, faire grandir la filière industrielle des entreprises françaises de cybersécurité pour qu'à la fois elles sachent s'allier les unes aux autres pour faire une sécurité globale et avoir une puissance à l'exportation, ça fait absolument partie du sujet. L'État tout seul, franchement, ne pourrait rien faire. Et n'oublions pas que pour protéger dans le cyber, il faut rentrer dans le système. Donc, à un moment, on va arriver aussi à des questions de liberté fondamentale et de vie privée. Je ne suis pas sûr que Henri souhaite que l'État rentre comme chez lui, dans tous les systèmes informatiques de toutes les entreprises membres du CIGREF. Bon, bah alors, Henri Verdier aura pas. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et Henri Dagrin n'aura pas le temps de répondre. C'est la fin de notre débat sur cette question de la puissance des États face aux cybermenaces. Merci beaucoup, donc, monsieur l'ambassadeur pour le numérique, Henri Verdier, Marie Lepargneux, directrice du développement chez Tetris, et Henri Dagrin, délégué général du CIGREF, pour cette alerte. Juste après la pause, on s'offre une parenthèse avec le gentleman numérique, un peu de délicatesse dans ce monde cyber.
Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous avec Frédéric Rebet, auteur de Propos d'un aspirant gentleman et qui nous partage régulièrement des informations sur l'art de cultiver l'éternelle élégance dans ce monde de téraoctets et fort insécure en ce moment. Cher Frédéric, bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous aider à nous comporter en gentleman numérique, en particulier lors de réunions en visioconférence. Exactement. Nous le rappelons, la différence entre le privé et le public, donc cette différenciation, c'est le fondement de la civilisation. Donc le gentleman numérique, même s'il est chez lui, en privé, doit se considérer dans une réunion publique et d'en avoir les attributs, le cadre et le comportement. Ça veut dire que même si c'est très très matinal, on n'arrive pas le cheveu gras en haut de pyjama, quoi. Non, ni en jogging, ni en basket, on n'a pas des miettes de croissant sur les lunettes, etc. Et surtout, n'imaginez pas que d'être négligé ou légèrement de côté, ne pas avoir le comportement approprié, vous donnera l'air cool. Être cool, les stars du GAFAM parfois se permettent de présenter à des investisseurs leurs projets en hoodie, donc en sweatshirt à capuche. On n'en est pas là. On n'en est pas encore chez les GAFAM, oui. C'est important parce qu'en plus, c'est une marque d'intérêt. Exactement. C'est-à-dire qu'en vous comportant de cette manière, vous portez de la considération. Ce n'est pas uniquement pour vous, votre image, à la limite, peu importe. Mais en revanche, de considérer, c'est très important. Si vous allez chez le médecin, il ne va pas vous recevoir en débardeur. Donc, dans ce cadre professionnel, et en particulier dans le cadre numérique, on doit faire attention à cela. La deuxième chose, c'est porter attention. Porter attention, c'est la marque du gentleman. On écoute, on porte attention. On voit trop souvent des gens avoir une attitude, dès que ce n'est pas eux de parler, finalement font autre chose. Non, on porte attention. Alors, malheureusement, en général, les expériences nous montrent à tous les deux, parce qu'on en fait pas mal de visioconférences, que peu ont la bonne attitude. Oui, je pense que, comme vous le dites, en pratiquer et en organiser beaucoup, je dirais que moins d'une personne sur 4 est à peu près organisée pour cela. Et même si vous êtes un prix Nobel de physique, si vous avez une frite sur l'oreille, que vous êtes débraillé des tâches et que votre caméra vous coupe juste au niveau du menton, vous perdez de crédibilité parce qu'on est dans un monde de l'image. Et la forme a beaucoup d'importance, même si le fond est très intéressant. Et au-delà du dress code, quels seraient vos conseils ? Alors, déjà, pour terminer sur l'attitude, je crois aussi que quand on parle, il faut parler peu, il faut être concis. John Steed, donc un peu notre maître gentleman, nous rappelle celui qui parle trop oublie celui qui l'écoute. Donc c'est très important. Ensuite, il y a une mise en scène à préparer. Donc c'est de la préparation. Et la préparation permet d'avoir une certaine confiance et d'être organisé. Donc Arthur Ashe, par exemple, qui est un grand joueur de tennis, il nous disait une des clés du succès, c'est la confiance en soi. Une des clés de cette confiance en soi, c'est la préparation. Et cette chronique, d'ailleurs, à chaque fois, on nous invite à se préparer, à s'entraîner, à s'organiser. Alors, de manière très pratique, vous êtes metteur en scène, mais vous êtes aussi maquilleur, costumier, décorateur. Donc, première chose, vous allez placer votre caméra au bon niveau, c'est-à-dire au niveau de votre regard. Donc, c'est soit votre ordinateur, soit votre téléphone portable, de manière à ce que vous regardiez l'objectif et que vous soyez cadré en plein. Oui, on s'achète une petite webcam justement qu'on peut mettre à la bonne hauteur. Ça, c'est important pour éviter les contre-plongées. Voilà, les contre-plongées. Disgracieuses. Voilà, ou alors si vous faites de la science-fiction, ça peut être amusant. Deuxième chose, l'éclairage. Toujours, on place à hauteur de visage une lampe ou deux avec une lumière assez douce, parce que sinon, c'est l'interrogatoire de police. C'est pas ce que vous souhaitez. On est dans quelque chose de convivial. Donc ces caméras permettent d'avoir ces deux éclairages vous permettent d'avoir une attitude douce. Et ensuite, l'arrière-plan, c'est important. N'oubliez pas que votre caméra va capter tout ce qui se passe derrière vous. Et derrière vous, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il peut y avoir un petit chat qui joue avec une pelote de laine ou un enfant à quatre pattes, c'est sympathique. Mais prévenez votre entourage aussi, qui va rentrer dans le champ. Tout ça est sympathique. Si c'est votre mari en slip qui déboule derrière, bon, on perd un petit peu de crédit. Hein. Ouais, ou les vieilles canettes de bière de la veille. Exactement. Alors, on arrive pratiquement à la fin, donc il va falloir qu'on résume un peu l'ensemble de ces conseils.
Si on travaille bien cette mise en scène et cette préparation, ce setup, est-ce qu'on risque pas quand même de perdre un peu de spontanéité, de fraîcheur? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors, pour regarder tout cela, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut s'entraîner. C'est-à-dire, la décontraction, la coolitude, si on veut, elle vient d'un entraînement, d'une habitude. C'est pas ce qu'on porte régulièrement, un costume, mais surtout, c'est la préparation. C'est-à-dire qu'on se connecte 5 minutes avant l'intervention, enfin la réunion, pour pouvoir accueillir chaque personne les unes après les autres. Donc, on se décontracte. On est un peu comme l'autre finalement. Ce que je fais quand je vais à j'ai beaucoup d'obligations, je me présente toujours le premier. Comme ça, je donne la sensation, j'accueille chaque personne une à une et je suis familier avec les gens. Donc de la même manière, on se prépare et on est naturel. Comme certains gentlemen qu'on aime beaucoup, dont un qu'on a perdu récemment, Sean Connery, Mais oui. qui nous a quittés, éternel gentleman pour autant. Merci beaucoup, Voilà. Frédéric Merci, Rebet, Nadine. pour ses conseils, président de l'agence Le Chiffre et auteur de l'ouvrage Propos d'un aspirant gentleman. Alors sans transition, je vous invite à découvrir une réinvention du voyage d'affaires. À quoi ressemblera demain chaque jour? Cécilia Sévry partage avec nous l'une de ses trouvailles aujourd'hui depuis son lieu de confinement. Elle a choisi de nous présenter un concept de chambre d'hôtel mobile. Alors c'est une très belle invitation au voyage, regardez. Bonjour Delphine, alors vous le savez, la rencontre entre le design et l'innovation est souvent le fruit de solutions de demain et c'est pour ça que je veux vous parler de ce projet en particulier. Il nous vient de Toronto, des studios Aprili qui sont en train de réinventer, de révolutionner le voyage d'affaires. Ce qu'ils proposent, c'est une chambre d'hôtel mobile et l'idée intéresse déjà le secteur et l'industrie de l'hôtellerie. Alors le principe est simple, la suite vient vous chercher chez vous ou sur votre lieu de travail et elle vous transportera jusqu'à destination. Concrètement, il s'agit d'un véhicule électrique avec un système de stabilisation intelligent proche des roues et ça ce n'est pas un détail car à l'intérieur de ce véhicule on trouve un espace à vivre, c'est-à-dire un lit, une salle de bain, une salle de repos et il y a même un mini-bar et bien sûr quand même un espace de travail. Alors évidemment personne ne conduira ce véhicule car c'est un véhicule autonome, d'ailleurs il a une autonomie de 10 heures, vous pouvez donc traverser les États-Unis dans ce cas-là, tout en lisant, préparant votre réunion, vous pourrez même prendre une douche pour être frais pour votre rendez-vous. Alors une fois arrivé à destination, la suite mobile vous dépose à votre lieu de rendez-vous. Mais il y a une autre option, car cette solution s'inscrit en fait dans un projet plus large d'hôtel, de complexe hôtelier autonome. Cet hôtel serait en quelque sorte la maison mère de toutes ces chambres roulantes. Il y en aurait plusieurs dans tout le pays. Ici, on prend l'exemple encore des États-Unis. Alors, si le lieu de rendez-vous est proche de l'hôtel autonome, vous pouvez tout aussi bien vous y rendre d'abord, y passer la nuit et ensuite aller sur votre lieu de rendez-vous. Et ensuite, vous pouvez aussi vous installer dans cet hôtel autonome tout le temps de votre voyage d'affaires. Un système magnétique intégré au véhicule vous permettra d'avoir accès à votre chambre. Là, le voyageur pourra donc profiter d'infrastructures classiques comme la piscine, le spa ou la restauration. Le contrôle de toute cette technologie serait donc centralisé depuis l'hôtel grâce à une intelligence artificielle. Du calcul de l'itinéraire en temps réel aux obstacles que l'on pourrait rencontrer pendant le voyage, tout sera sous le contrôle de l'IA. Alors le but dans tout ça, c'est de gagner en temps, en confort et en rentabilité dans les voyages d'affaires que l'on organise. Cette solution réunira en effet sur une seule facture les taxis, l'hôtel, le transport longue distance, mais aussi la restauration. En fait, ce concept s'inscrit, il faut le dire, dans une démarche écologique. Concrètement, c'est un véhicule propre. Il y a même des panneaux solaires juste au-dessus sur le toit pour venir supporter les batteries qui sont à l'intérieur. Alors c'est important car aujourd'hui le voyage d'affaires ne prend pas vraiment en compte les problématiques environnementales. Selon un rapport de l'Amex GBT publié en 2019, 22% des entreprises seulement américaines prennent en compte l'environnement lorsqu'elles organisent des voyages d'affaires. Alors ce projet n'est bien sûr pas pour tout de suite,
Il faut le dire, la réglementation met du temps à laisser la place à ces voitures, à ces véhicules autonomes, même si c'est une chambre d'hôtel dans ce cas-là. Il y a une raison éthique et une raison de sécurité pour les voyageurs. De leur côté, les concepteurs en discussion avec les spécialistes du secteur hôtelier projettent, eux, une possible réalisation de ce genre de projet pour 2030. Et 10 ans, autant dire que c'est demain. C'est presque la fin de cette émission. Alors, vous allez retrouver Cécilia Sévry dans le Lab Startup. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Ce sera vendredi, dernier numéro de la semaine.